Elle avait 4 minutes. 4 minutes avant que le héros n'appelle son nom d'emprunt. 4 minutes avant que les grandes portes ne s'ouvrent grand et que la lumière dorée du bal bondé ne se déverse sur son visage. 4 minutes pour s'assurer que ses fils comprenaient exactement ce qui était en jeu. Vanessa s'accroupit dans le couloir sombre. Sa robe argentée formait une flaque autour de ses genoux. Elle regarda les 2 garçons qui se tenaient devant elle. Caspian, Soren, 7 ans tous les 2. Des yeux vifs, des visages sérieux. Leurs petites mains étaient déjà jointes sur les côtés. Comme de petits soldats nés en sachant comment se tenir en présence du danger. Elle tendit la main et redressa d'abord le col de Caspian, puis celui de Soren. Ses mains étaient stables. Son cœur, lui, ne l'était pas. « Écoutez-moi, dit-elle doucement. Quand nous entrerons, vous resterez ensemble. Vous tiendrez la main. Ne vous éloignez pas. Ne parlez que si on vous adresse la parole en premier. Et si quelqu'un vous demande votre nom, vous direz ce que je vous ai appris. » Caspian la regarda avec ses yeux argentés. Ses yeux argentés, impossible, traître. Il hocha la tête une fois, lentement, avec certitude. C'était le hochement de tête d'un garçon qui sait déjà que la réponse est plus sérieuse que la question. Soren, qui n'était jamais aussi calme que son frère, jeta un coup d'œil vers la musique. Le son filtrait sous la porte du couloir. Ses doigts s'agitèrent. « Soren, » dit Vanessa. Il la regarda de nouveau. « Ensemble », répéta-t-elle. « Ensemble », acquiesça-t-il. Puis, presque après coup, il demanda « Est-ce qu'il y a des gâteaux à l'intérieur ?» Malgré tout, malgré le poids qui lui serrait la poitrine, malgré le nom qu'elle s'apprêtait à usurper, malgré la peur qui l'habitait depuis 7 ans, Vanessa faillit sourire. « Probablement, » dit-elle. « Mais vous attendez mon signal. » Elle se leva, lissa sa robe. Elle inspira une fois, lentement, et expira encore plus lentement. Marisol Briarwood apparut à ses côtés, comme elle le faisait toujours. Silencieuse, compétente. Elle tenait déjà le carton d'invitation entre 2 doigts. « Prête ?» demanda Marisol. Vanessa regarda la porte. De l'autre côté de cette porte se trouvait le bal royal de la Meute. Le plus grand rassemblement de la noblesse louve du royaume. Des lustres de cristal et une lumière dorée. Des anciens en robes sombres. Des alphas en beaux manteaux. Des dames dans des robes qui capturaient la lumière comme des étoiles prisonnières. Et quelque part au milieu de tout ce pouvoir étincelant, l'ancien Magnus Thornquist. Son sceau du conseil était la seule chose qui se dressait entre le petit territoire frontalier de Vanessa et les mains avides du seigneur Rocock Vane. Elle n'était venue pour rien d'autre. Elle n'était venue pour personne d'autre. Elle se le répétait fermement. C'est ce qu'elle se disait depuis 3 semaines, depuis que l'invitation était arrivée, et qu'elle avait compris que c'était le seul moyen d'obtenir ce dont elle avait besoin, sans une bataille juridique qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle était Lady Vanessa Holloway, une veuve des terres frontalières du Nord, discrète, sans histoire, venue uniquement pour un sceau. Pas pour lui, jamais pour lui. Prête, dit-elle. Le héros appela son nom d'emprunt. Les portes s'ouvrirent. Vanessa entra dans la lumière, ses fils à ses côtés. Son cœur était verrouillé derrière chaque mur qu'elle avait passé 7 ans à construire. Elle ne regarda pas vers l'estrade. Elle ne chercha pas l'homme aux yeux d'argent qu'il avait autrefois appelé sa lune. Elle regarda droit devant elle, et elle sourit. Elle était devenue une personne qu'il ne reconnaîtrait pas. Elle avait presque raison. Le bal de la Meute était exactement comme dans ses souvenirs, et en même temps, complètement différent. Les lustres étaient les mêmes, 4 d'entre eux. Chacun était une cascade de cristal qui projetait sur la salle de bal des motifs changeants, comme le clair de lune sur l'eau. Les bannières de loup pendaient toujours des chevrons, gris foncé et argent. Le blason des Griseloups trônait fièrement au centre de chacune. Les longues tables le long du mur et contenaient toujours plus de nourriture qu'un petit village ne pourrait en manger en 1 semaine. Mais les visages avaient changé. Certains des anciens dont elle se souvenait étaient plus âgés maintenant. Leur autorité était gravée plus profondément dans leurs expressions. Certains étaient nouveaux. Les jeunes nobles avec qui elle avait dansé autrefois étaient devenus les puissants, ceux que les autres observaient et respectaient. 7 ans faisaient cela. 7 ans changeaient tout. Vanessa gardait une démarche mesurée et légère en se déplaçant dans la foule. Marisol marchait juste derrière son épaule gauche, jouant le rôle de compagne avec une aisance consommée. Les jumeaux marchaient entre elles, tout près, leurs petites mains liées. La salle était bruyante, remplie de conversations et de musique.
Un quatuor à cordes jouait une mélodie douce et ample près du coin le plus éloigné. Des serveurs se déplaçaient dans la foule avec des plateaux d'argent. Des éclats de rire provenaient par grappes des familles nobles réunies près de la cheminée. Personne ne regarde Vanessa à deux fois. Pas encore. Elle n'était personne ici. Une veuve des terres frontalières avec 2 enfants bien habillés et un visage discret. Il y avait des douzaines de familles nobles mineures présentes. Elle n'était qu'une de plus. Elle s'autorisa à expirer un tout petit peu. Ses yeux parcoururent prudemment la pièce, à la recherche de l'ancien Magnus. C'était un homme grand, aux traits fins, avec des cheveux blancs coiffés en arrière sur son front. Elle l'avait rencontré une fois, il y a 7 ans, dans des circonstances très différentes. Elle doutait qu'il se souvienne d'elle. Elle était beaucoup plus jeune à l'époque, elle portait un nom différent, et elle se tenait aux côtés d'un autre homme. Elle repoussa cette pensée. Là, Magnus se tenait près de la table du conseil, le long du mur nord. Il était en pleine conversation avec 2 autres anciens. Son sceau, un objet lourd porté sur une chaîne autour de son cou lors des rassemblements formels, captait la lumière du lustre. Si elle pouvait l'atteindre avant le début des procédures formelles, elle pourrait demander une brève audience, présenter son cas, obtenir le sceau, et partir avant la première danse. Propre, discret, terminé. Elle commença à se diriger vers le mur nord, guidant Caspian et Soren d'une légère pression. Mais les garçons ralentirent près de la table des desserts. Elle le sentit avant de le voir. Le léger ralentissement de leurs pas. Cette lourdeur particulière qui signifiait que quelque chose d'intéressant avait attiré leur attention. Elle baissa les yeux. Le regard de Soren s'était fixé sur une tour de gâteaux au baie de lune, disposée sur un présentoir en argent. De petits gâteaux ronds, saupoudrés de sucre argenté, chacun couronné d'une seule baie sombre. Caspian les regardait aussi, bien qu'il ait eu la décence de faire semblant de ne pas le faire. « Pas encore », murmura Vanessa. Soren leva les yeux vers elle avec une expression qui était, d'une certaine manière, à la fois parfaitement polie et profondément persuasive. Elle sentit l'ombre d'un sourire se dessiner sur ses lèvres et le retint. Ce n'était pas le moment. « Après », dit-elle fermement. Les garçons se calmèrent. Ils se tinrent ensemble près de la table des desserts, patients comme seuls peuvent l'être des enfants, à qui on a enseigné la patience par nécessité. Vanessa se retourna vers le mur nord et sentit l'atmosphère de la pièce changer. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait nommer exactement. Pas un son, pas un mouvement, plutôt un changement de pression, comme l'air qui change juste avant un orage, quand tout devient très calme et très alerte. Elle avait déjà ressenti cette sensation. Une seule fois, uniquement en présence d'une seule personne. Elle ne se retourna pas. Elle se dit de ne pas se retourner. Elle se dit qu'elle imaginait que 7 ans, un nom d'emprunt et une robe d'argent devraient être une armure suffisante contre un vieux sentiment. Mais les jumeaux se tenaient dans la lumière du lustre, et la salle commençait à les remarquer. Vanessa l'entendit d'abord comme un murmure, très doux, venant du groupe de dames à sa gauche. Puis un commentaire discret de 2 nobles plus âgés près de la cheminée. Puis, plus rien. Un silence étrange qui se propageait. Le genre de silence qui se déplace dans une foule comme des ondulations sur une eau calme. Elle se força à respirer. Elle se força à ne pas fuir. Et puis elle l'entendit. La musique, très faiblement, hésita un instant. Juste une fausse note du quatuor à cordes. Elle se tourna. De l'autre côté de la salle de bal, au-delà des danseurs, des serveurs et de la foule scintillante, le roi Alpha Terran Grislou s'était complètement immobilisé. Il se tenait près de l'estrade, un verre à la main, vêtu d'un gris foncé, assorti aux bannières de loup au-dessus de lui. Il était exactement comme dans ses souvenirs. Et d'une certaine manière, c'était la pire des choses. Car elle avait passé 7 ans à essayer de se convaincre que sa mémoire avait été généreuse, qu'il ne pouvait pas être aussi bouleversant en personne qu'elle l'avait imaginé dans le secret de son esprit. Elle avait eu tort. Il regardait ses fils. Son verre s'était arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux d'argent, les mêmes que Caspian portait depuis sa naissance. Les mêmes yeux d'argent avec lesquels Soren l'avait regardé au tout premier matin de sa vie. Ils étaient fixés sur les 2 garçons qui se tenaient dans la lumière, sous le lustre. Ed Vanessa comprit, à cet instant, avec une clarté froide et absolue, que ces 4 minutes étaient écoulées. Elle l'était avant même qu'elle n'ait franchi la porte. Terran n'avait pas voulu assister au bal. Il avait participé à 3 réunions du conseil ce matin-là,
et à 2 dîners officiels les jours précédents. Et il avait souri à travers tout cela avec l'aisance d'un homme qui avait appris depuis longtemps qu'être roi alpha signifiait que son visage ne lui appartenait jamais entièrement. Il s'était tenu au bord de l'estrade, écoutant Lady Céline Sterling lui parler de la nouvelle route commerciale que son père proposait. Il avait hoché la tête aux moments appropriés. Et pendant tout ce temps, il avait ressenti exactement ce qu'il ressentait toujours lors de ces rassemblements, un vide. Il se sentait vide depuis 7 ans. Il s'y était habitué comme un homme s'habitue à une cicatrice. Elle était toujours là. Elle tirait parfois, mais il avait appris à vivre avec. Puis il leva les yeux. Il n'aurait pas pu expliquer, plus tard, ce qui l'avait poussé à lever les yeux à ce moment précis. Il n'y avait eu aucun son, aucun mouvement, rien qui aurait dû attirer son regard à travers une salle de bal bondée. Vers une femme en robe argentée près de la table des desserts. Mais il leva les yeux, et le monde s'arrêta. Pas à cause d'elle, bien que toute sa poitrine se soit contractée quand il l'a reconnue. Quand chaque partie de lui, soigneusement maîtrisée, a basculé comme une boussole vers le nord. Mais à cause des garçons. 2 garçons debout à côté d'elle, petits, le dos droit et parfaitement calmes, dans une pièce conçue pour les adultes. 2 garçons aux cheveux sombres et aux yeux d'argent, debout sous la lumière du lustre, comme s'il lui appartenait. Le ver de Théron s'immobilisa. Son esprit cessa de fonctionner. Parce que ses yeux étaient ses yeux. Il le savait comme il connaissait la sensation de son propre pouls. Pas comme une pensée, pas comme une conclusion raisonnée, mais comme quelque chose d'immédiat, d'absolu et de dévastateur. C'étaient ses yeux dans ses petits visages. Son calme dans la façon dont le garçon le plus grand se tenait. Son alerte agitée dans la façon dont l'autre inclinait la tête. Lady Céline parlait toujours. Il n'entendit rien. Il faisait le calcul qu'on ne lui avait jamais demandé de faire auparavant. Le calcul qui réorganisait tout. 7 ans. Vanessa était partie depuis 7 ans. Les garçons avaient 7 ans. Ils avaient 7 ans. Ils avaient 7 ans. Et ils avaient ses yeux. Et il se tenait à côté de la seule femme qu'il ait jamais aimée. Et elle portait un nom qui n'était pas le sien. Et il n'avait pas su. Il n'avait pas su. Le chagrin le frappa en premier, soudain et énorme. Le chagrin de tout ce qu'il avait manqué. 7 ans de matin et de premiers mots et de petites mains. Et tout ce pourquoi un père est censé être présent. Il n'avait pas été présent. Il n'avait pas su qu'il devait l'être. Puis vint autre chose. Quelque chose de plus calme et de plus concentré. Quelque chose qui ressemblait, sous tout le choc et le chagrin, dangereusement à de l'espoir. Lady Céline lui toucha légèrement le bras. « Votre Majesté ?» Il posa son verre sur la surface la plus proche, sans regarder où il atterrissait. « Pardonnez-moi, dit-il. Excusez-moi un instant. » Il se mit à marcher. Il entendit la salle réagir à son mouvement avant d'avoir fait 10 pas. Il entendit les conversations s'interrompre, sentit la vague subtile d'attention qui suivait toujours le roi Alpha lorsqu'il se déplaçait avec détermination. Il vit, du coin de l'œil, l'ancien Magnus se redresser de sa conversation. Il vit le seigneur Rourke-Vane, debout près de la colonne ouest, se tourner lentement pour suivre sa ligne de mire. Il ne s'arrêta pas. Il n'hésita pas. Il traversa la salle de bal bondée comme si les 100 personnes entre lui et Vanessa n'étaient pas là. Et tout le royaume le regarda faire. Vanessa ne s'enfuit pas. Elle en avait envie. Chacun de ses instincts, aiguisé par 7 ans à protéger 2 petites personnes d'un monde qui pouvait les engloutir, lui hurlait de prendre les garçons et de partir. Mais il n'y avait nulle part où aller. Il était déjà en mouvement. Elle pouvait le voir traverser la salle. Son manteau gris, ses cheveux sombres et ses yeux, les yeux de son fils, fixés sur elle avec une intensité qui rendait le bruit de la salle de bal très lointain. Elle se força à rester immobile. Elle se dit que tout irait bien. Elle se dit qu'elle gérerait la situation comme elle gérait tout, calmement, prudemment, une étape à la fois. Elle expliquerait que c'étaient ses enfants de son mariage, que leur ressemblance avec la lignée des Grisloux était une coïncidence, que, il s'arrêta à 1 mètre d'elle. La salle de bal était devenue presque complètement silencieuse. Ferrin Grisloux, roi Alpha, souverain de la meute royale, l'homme à qui elle s'était autrefois promise sous une pleine lune, se tenait devant elle. Il la regarda un long moment sans parler, puis il s'inclina. Pas la légère inclination d'un roi saluant une noble mineure,
Une vraie révérence. Le menton baissé, les épaules en avant. Le genre de révérence qui disait « Je vous vois. Je reconnais ce que je vous dois ». La salle produisit un son. Pas tout à fait un hoquet de surprise. Pas tout à fait un murmure. Quelque chose entre les deux. Le son d'une cour entière, essayant de comprendre ce dont elle était témoin. Vanessa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait passé 7 ans à se préparer à ce moment de 100 manières différentes. Elle avait imaginé sa colère, sa fierté, sa froide distance de roi. Elle l'avait imaginé la regardant sans la voir, comme les hommes puissants regardent les femmes devenues gênantes. Elle n'avait pas imaginé cela. Elle n'avait pas imaginé qu'il s'inclinerait en premier. Elle se força à tenir bon. Elle se força à le regarder avec le visage calme d'une veuve des terres frontalières du Nord. Une veuve sans lien particulier avec le roi Alpha, et certainement aucune raison de sentir son cœur se fissurer comme une vieille pierre sous la pluie. « Votre Majesté », dit-elle. Sa voix sortit égale. Elle en était fière. « Lady Holloway », dit-il. La façon dont il prononça ce nom d'emprunt lui dit tout. Il savait que c'était un nom d'emprunt. Il connaissait son vrai nom. Il le prononça parfaitement quand même, lui accordant la dignité de la comédie, tout en montrant clairement qu'il n'était pas dupe. Caspian observait Théron avec l'attention prudente et mesurée d'un garçon à qui on avait appris à lire les runes. Soren le regardait avec quelque chose de plus ouvert, de la curiosité, et quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance, ce qui était impossible, car il n'avait jamais vu cet homme de sa vie, sauf qu'il l'avait vu. Chaque matin dans le miroir, les yeux de Théron se posèrent sur les garçons. Quelque chose sur son visage devint très calme. « Ce sont vos fils ?» demanda-t-il. Sa voix était parfaitement contrôlée. Seul quelqu'un qui le connaissait, qui avait autrefois connu chaque registre de sa voix, comme on connaît une chanson entendue 1000 fois, aurait pu déceler la légère rudesse en dessous. « Oui, ce sont eux », dit Vanessa. Une pause. Puis Théron tourna son regard vers Caspian et lui fit un petit signe de tête formel, le signe qu'il ferait à n'importe quel jeune de bonne famille. Et Caspian, sans aucune instruction, sans aucune incitation, lui rendit une petite et sérieuse révérence. Le geste était parfait, instinctif. La révérence d'un garçon à qui on n'avait jamais appris à se tenir devant un roi alpha, mais qui portait cette connaissance dans son sang. Théron devint très immobile. Vanessa le regarda absorber l'information. Elle regarda la reconnaissance le traverser comme une vague, calme en surface et énorme en dessous. Puis Soren, parce que Soren était Soren, tendit le gâteau au baie de lune qu'il tenait discrètement depuis leur arrêt à la table des desserts. Il le tendit à Théron avec la générosité simple d'un enfant offrant la chose qu'il appréciait le plus. « Vous pouvez le prendre, » dit Soren. « Je ne l'ai pas encore touché. Enfin, pas beaucoup. » Le silence dans la salle de bal s'étira. Théron regarda le petit gâteau dans la main tendue de Soren. Sa mâchoire se serra, à peine. Sa gorge bougea. Il tendit la main et accepta le gâteau à 2 mains, comme on accepte quelque chose de précieux. « Merci », dit-il. Sa voix, juste pour cet instant, n'était pas la voix d'un roi. C'était quelque chose de plus calme, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les couronnes, les conseils ou le pouvoir. Soren parut satisfait. Caspian regarda son frère avec l'expression lasse d'un aîné qui trouvait l'audace de son jumeau à la fois admirable et alarmante. Théron se redressa. Il regarda Vanessa. « J'aimerais vous parler en privé, » dit-il. « Quand la première danse se terminera, il y a une bibliothèque du conseil près du couloir S. Viendrez-vous » Chaque partie rationnelle d'elle lui disait de refuser, de sourire poliment, de trouver une excuse, de prendre les garçons et de trouver un autre moyen, n'importe quel autre moyen, d'obtenir ce dont elle avait besoin et de partir. Mais ses yeux étaient les mêmes que ceux de son fils, et il tenait le gâteau de Soren à 2 mains, comme si c'était quelque chose de fragile et d'irremplaçable. Et Vanessa était fatiguée. Elle était si fatiguée de fuir la vérité. « Je viendrai », dit-elle. La bibliothèque du conseil était chaude et calme. Des étagères de registres reliés couvraient 3 murs du sol au plafond. 2 hautes fenêtres donnaient sur les jardins du palais, éclairés par la lune. Une seule lampe brûlait sur la table au centre de la pièce, et sa lumière était assez douce pour que tout l'espace semble retiré du monde extérieur. Marisol était avec les garçons. Vanessa s'en était assurée, avait vérifié 2 fois, avait déposé un baiser sur chacun de leurs fronts,
et leur avait dit qu'elle reviendrait bientôt. Et Marisol l'avait regardée avec des yeux pleins de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Maintenant, Vanessa se tenait d'un côté de la longue table et Térone de l'autre. Il n'y avait rien entre eux, sauf 7 ans et la flamme d'une lampe. Il avait fermé la porte derrière lui. Elle avait entendu le doux déclic et s'était sentie, un instant, de nouveau une jeune fille. 23 ans, debout dans un couloir de ce même palais, croyant de tout son cœur que l'amour suffisait à tout surmonter. Elle avait appris que c'était différent. « Vous devriez commencer, dit-elle, car le silence allait l'engloutir si elle le laissait continuer. Je ne sais pas par où commencer, dit-il. Et cela, plus que tout, lui indiqua qu'il ne jouait pas un rôle. Le roi Alpha savait toujours par où commencer. Il avait été formé pour diriger chaque pièce, chaque conversation, chaque silence. S'il ne savait pas par où commencer, c'est qu'il était aussi désemparé qu'elle. « Demandez ce que vous voulez demander, dit-elle. Sont-ils les miens ?» Elle savait que ce serait la première question. Elle le savait depuis 7 ans. Dans toutes les versions de cette conversation qu'elle ne s'était jamais autorisée à avoir, sauf dans sa propre tête. « Oui, dit-elle. » Il expira par le nez, une lente respiration. Ses mains posées à plat sur la table s'appuyèrent un instant. « Vous étiez enceinte quand vous êtes partie, dit-il. »« Je ne le savais pas à l'époque, dit-elle. Je l'ai découvert 3 semaines plus tard, dans un cottage près de la colonie frontalière. Seul. » Sa mâchoire se serra. « Vous avez essayé de me contacter. Ce n'était pas une question. Il avait déjà compris cette partie, ou l'avait devinée. Ou peut-être, et cette pensée ne lui était venue que récemment, il avait cherché une explication qui ne l'obligeait pas à croire qu'elle avait simplement disparu sans un mot. « J'ai écrit, dit-elle. 4 fois la première année, 2 fois la deuxième. Les lettres ne vous sont pas parvenues. Non, dit-il. Elles ne me sont pas parvenues. » Le poids de cette révélation s'installa dans la pièce. « Le conseil, dit-elle. L'ancien Corban Ashford, dit-il. Le nom sortit comme quelque chose identifié après une longue recherche. Il gérait ma correspondance à cette époque, lui et l'ancien Lachlan Ironwood. » Vanessa laissa cette information faire son chemin. Elle avait soupçonné une interférence. Elle l'avait soupçonné avec l'instinct profond de quelqu'un qui avait déjà été manipulé et reconnaissait le schéma. Mais soupçonner et en avoir la confirmation étaient 2 choses différentes. « Ils m'ont dit, dit-elle lentement, que ma présence affaiblissait votre position, que les anciens de la meute ne soutiendraient pas une Luna qui ne venait pas de lignée établie, que rester rendait les choses plus difficiles pour vous. Ils vous ont dit que j'étais d'accord avec eux, dit-il, sans poser de questions. Ils l'ont sous-entendu, dit-elle. Ils ont pris soin de le sous-entendre plutôt que de le dire ouvertement. Mais oui, j'ai cru que vous étiez d'accord. J'ai cru que vous aviez choisi votre couronne. » Farhan bougea alors, pas vers elle, juste un déplacement de son poids, un tour de tête. Elle pouvait voir à la lumière de la lampe les rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là il y a 7 ans. Le léger argent à ses tempes, la façon dont le chagrin s'imprime sur une personne au fil du temps. Si subtilement qu'on ne le remarque pas avant de la revoir après des années. Et de réaliser que la personne dont on se souvenait était plus jeune, et que celle qui se tenait devant vous portait quelque chose depuis. « J'ai passé 4 mois à essayer de vous trouver, » dit-il. « Après votre départ, j'ai envoyé des gens dans chaque colonie frontalière, chaque territoire du Nord. J'ai eu des pisteurs pendant 6 mois. J'étais doué pour ne pas être trouvé, » dit-elle. « Vous avez eu de l'aide, dit-il, sans l'accuser, reconnaissant simplement la vérité. Marisol, acquiesça-t-elle. Elle est avec moi depuis le début. » Une pause. Puis il demanda, « Comment étaient ces années? Les premières ?» Elle réfléchit à la façon de répondre. Elle pensa au cottage dans les terres frontalières, où elle avait accouché en hiver avec une sage-femme, Marisol et personne d'autre. Elle pensa à la façon dont Caspian était entré dans le monde en silence complet, sans pleurer pendant 30 secondes terrifiantes. Et puis Soren avait suivi et avait pleuré pour eux deux. Elle pensa aux années passées à apprendre à diriger un petit territoire, à gérer les accords avec les meutes voisines, à enseigner à 2 garçons aux yeux d'argent et au menton fier comment être bon, fort et prudent dans un monde qui serait compliqué pour eux. Difficile, dit-elle, et magnifique, les 2 à la fois, la plupart du temps. Caspian, dit-il, comme s'il goûtait le nom, et Soren. Caspian est plus prudent, dit-elle, car cela semblait être quelque chose qu'il devait savoir. Il réfléchit avant d'agir. Il observe.
Il fera un bon chef un jour, car il comprend la patience. Elle fit une pause. Soren est courageux de la manière la plus difficile. Il ira voir n'importe qui. Il dira la vérité, dans une pièce pleine de gens qui prétendent que la vérité n'existe pas. Theron la regarda un long moment. « Il m'a donné un gâteau au baie de lune, dit-il. C'est tout lui, dit-elle. Et là, la chose la plus petite, la plus impossible, un rire, à peine un son, pas tout à fait formé, de la part de tous les deux au même moment, juste un souffle, disparu presque avant d'exister. Le silence qui suivit était différent du précédent, toujours lourd, toujours plein de 7 ans, et de tout ce qui avait été perdu. Mais différent d'une manière fondamentale, comme l'air est différent après la pluie. « Pourquoi n'êtes-vous pas revenu ?» demanda-t-il. « Après la première année, après la deuxième, quand les garçons étaient assez grands pour voyager en toute sécurité. » Elle savait que cette question viendrait aussi. Elle savait qu'elle serait plus difficile que la première. Chaque jour qui passait, dit-elle, rendait les choses plus difficiles. Plus j'attendais, plus le mensonge devenait grand. Pas un mensonge que j'avais raconté, un mensonge que le monde avait raconté pour moi, en laissant le temps passer. Je n'arrêtais pas de penser, encore un mois, encore une saison, je trouverai comment faire. Et puis les mois sont devenus des années, et les années sont devenues. Elle s'arrêta. J'avais peur, dit-elle simplement. J'avais peur de ce que vous penseriez de moi, et j'avais peur de ce que vous connaître leur ferait. À des garçons qui n'avaient jamais eu de père, et qui avaient construit une vie autour de cette absence. Il resta silencieux un long moment. J'aurais voulu savoir, dit-il finalement. Peu importe quand, peu importe comment. Elle le crut. C'était la partie la plus difficile. En le regardant de l'autre côté de cette table à la lumière de la lampe, elle le crut complètement. « Je sais, dit-elle. »« De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-il. La question était si inattendue dans son aspect pratique, un changement si soudain du personnel à l'immédiat, qu'elle faillit manquer ce que cela signifiait. Qu'il ne demandait pas ce qu'il voulait, ni ce que la couronne exigeait, mais ce dont elle avait besoin. « Le sceau de Magnus, dit-elle. Rockvane essaie de revendiquer mon territoire frontalier. J'ai besoin de la protection du Conseil, officiellement. Vous l'aurez, dit-il. Avant le matin, vous l'aurez. Elle hocha la tête. Elle n'avait pas douté de cette partie. Pas une fois qu'il l'avait dit. C'était une autre chose qu'elle avait oubliée, ou essayé d'oublier à propos de Ferrin Grislow. Quand il disait qu'une chose arriverait, elle arrivait. Merci, dit-elle. Il secoua légèrement la tête comme si la gratitude était le mauvais mot pour ce qui se passait entre eux. « Les amènerez-vous me rencontrer ?» demanda-t-il. « Correctement. Demain matin, si vous le voulez bien. Pas en tant que roi alpha, mais en tant que... » Il fit une pause, et, un instant, il parut incertain d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue. En tant que la personne qui veut les connaître. Vanessa pensa aux yeux argentés et sérieux de Caspian, et au gâteau tendu de Soren. Et aux 7 ans de matin qu'elle avait affronté seule. Et elle pensa à l'homme debout en face d'elle, qui avait apparemment passé 4 mois avec des pisteurs à essayer de la trouver, et qui n'avait jamais cessé de ressembler à la personne qu'elle avait le plus aimée au monde. Oui, dit-elle, demain matin, le premier matin, Theron vint seul au jardin de l'Est. Pas d'assistant, pas de garde visible à distance. Il portait un simple manteau sombre, et il arriva exactement à l'heure dite. Et il se tint à la porte du jardin, les mains dans les poches, comme un homme qui avait répété comment être détendu et savait que la répétition se voyait. Caspian le vit en premier. Il voyait toujours les choses en premier. Il ne dit rien pendant un moment, regardant simplement avec ses yeux argentés et mesurés. Puis il dit, « Mère a dit que vous viendriez. »« En effet, dit Theron. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Caspian réfléchit à cela. « Vous êtes le roi Alpha, dit-il. Notre professeur nous a parlé de vous. Qu'est-ce que votre professeur a dit? Que vous êtes puissant et juste, dit Caspian, avec le ton légèrement sceptique d'un enfant à qui on a appris à se forger sa propre opinion. Principalement juste. Theron regarda Vanessa avec un regard qui vira brièvement vers quelque chose qui, dans une autre version de ce moment, aurait pu être de l'amusement. Soren, pendant ce temps, avait déjà dépassé les cérémonies. « Savez-vous monter à cheval ?» demanda-t-il à Theron. « Mais on nous a appris. Mais elle dit qu'elle n'est plus très douée. »« Je sais monter, dit Theron. »« Pouvez-vous sauter ?» insista Soren. « Les chevaux ici sont plus grands que nos chevaux. Je les ai vus dans la cour. Je peux sauter, dit Theron. Soren le regarda un moment, l'évaluant. « Bien, décida-t-il.
Venez alors. Et Theron, roi Alpha, souverain de la meute royale, suivit un enfant de 7 ans à travers le jardin, vers les écuries, sans hésitation. Vanessa resta en retrait et observa. Elle avait eu peur de cette partie aussi, réalisa-t-elle. Pas peur que ça se passe mal. Elle avait toujours su, dans la partie honnête d'elle-même, que Theron serait doux avec eux. Elle avait peur que ça se passe bien. Elle avait peur de ce que cela lui ferait de le voir avec les garçons. Et de savoir que tout cela avait existé comme une possibilité pendant 7 ans, et qu'elle l'avait gardé enfermé. Elle regarda Theron soulever Soren sur un cheval qui était, en effet, beaucoup plus grand que les chevaux de la colonie frontalière. Elle regarda Caspian se tenir à côté du cheval et étudier son mouvement avec une attention concentrée, avant d'accepter la main de Theron pour monter. Elle les regarda tous les trois se déplacer lentement dans la cour. Theron, patient et stable à leur côté, répondant à des questions qu'elle ne pouvait pas entendre de cette distance. Mais elle pouvait voir la forme des voix des garçons qui s'élevaient avec les questions, et la tête de Theron qui s'avançait légèrement pour écouter. À un moment donné, Soren dit quelque chose qui fit que Theron s'arrêta et se tourna vers lui avec une attention totale. Et quoi que le garçon ait dit, c'était assez important pour que Theron s'accroupisse à son niveau et lui réponde longuement et sérieusement. Comme les adultes répondent aux enfants quand ils reconnaissent que la question est une vraie question. Vanessa pressa brièvement sa main contre son propre sternum. Elle avait construit de bons murs. 7 ans de nécessité les avaient rendus solides. Mais en regardant cela, en regardant la chose qui avait manqué, et la chose qui aurait dû être, et la chose qui commençait enfin, improbablement, d'une manière ou d'une autre, elle sentit chaque mur dans sa poitrine prendre la décision silencieuse d'être moins permanent qu'elle ne l'avait prévu. Elle ne dit pas au garçon qui était Theron. Pas encore. Cette conversation nécessitait plus de temps et de soins qu'un matin dans le jardin ne pouvait en contenir. Mais l'après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble à une longue table dans la plus petite salle à manger du château, avec des assiettes de nourriture et la lumière de l'après-midi entrant par les fenêtres, Caspian regarda Theron un long moment, puis dit, sans préambule particulier, « Vous nous ressemblez. » La main de Theron s'immobilisa au-dessus de sa tasse. « Ah oui ?» dit-il. Pas un déni, pas une déviation, juste une reconnaissance, silencieuse comme une respiration retenue. « Vos yeux, » dit Caspian. « Ils sont de la même couleur. J'y ai pensé hier soir. Soren et moi avons tous les deux vos yeux. » Soren hocha vigoureusement la tête, étant apparemment parvenu à cette conclusion il y a quelque temps, et étant heureux qu'elle soit enfin révélée au grand jour. Theron regarda Vanessa. Elle le regarda en retour. Il y avait des choses qui n'avaient pas besoin d'être arrangées, apprenait-elle. Certaines vérités avaient leur propre rythme, leur propre forme. Elles avançaient d'elles-mêmes. « Oui, » dit Theron prudemment à Caspian. « C'est vrai. » Caspian l'étudia. « Êtes-vous important pour notre mère ?» demanda-t-il. Quelque chose traversa le visage de Theron, quelque chose de trop compliqué pour être nommé facilement. Chagrin et chaleur et vieil amour et nouveau chagrin, tout ensemble. Je l'étais, dit-il. J'espère l'être à nouveau si elle me le permet. Caspian considéra cela avec le sérieux d'un garçon qui prenait le bien-être de sa mère très à cœur. Puis, il regarda son frère. Soren haussa les épaules d'une manière qui signifiait clairement « ça me semble bien ». Caspian se tourna de nouveau vers Theron. « Elle est douée pour être seule, » dit Caspian prudemment. « Elle ne se plaint pas, mais je pense… » Il fit une pause, choisissant ses mots avec précision. « Je pense que ce serait bien si elle ne l'était pas. » Vanessa ouvrit la bouche. « Caspian, c'est vrai, » dit Soren pour l'aider. Elle regarda ses fils et ressentit simultanément un profond épuisement parental et un amour si vif qu'il en était presque douloureux. Theron regardait la table, mais le coin de sa bouche avait bougé. C'était le début de quelque chose qu'elle n'avait pas su comment espérer. Quelque chose de calme et de nouveau qui grandissait dans l'espace entre ce qui avait été perdu et ce qui pourrait encore être trouvé. Elle n'était pas prête à l'appeler par son nom encore, mais elle ne le repoussait pas non plus. 3 jours après le bal de la meute, le seigneur Rockvane convoqua une audience formelle du conseil. Ce n'était pas inattendu. Vanessa avait su, dès l'instant où elle avait vu Rock observer depuis la colonne ouest le premier soir, dès l'instant où elle avait vu ses yeux passer de ses fils à Theron et inversement, qu'il agirait rapidement. Rock était beaucoup de choses, mais lent n'en faisait pas partie. L'audience eut lieu dans la grande salle du conseil. Murs de pierre, haut plafond, longues rangées de sièges pour les familles nobles,
L'estrade du conseil, à l'avant où 7 anciens siégeaient dans leurs chaises sculptées. La salle se remplit tôt. Tout le monde avait entendu parler du bal de la meute, du roi Alpha traversant la salle, de la révérence, des garçons. La cour voulait voir ce qui allait se passer ensuite. On donna à Vanessa une chaise sur le côté gauche de la salle. Elle la prit avec Marisol à ses côtés, et elle garda un visage composé. Et elle ne chercha pas Theron, car le chercher aurait été comme admettre qu'elle avait besoin de lui. Rock se tenait à la tribune au centre de la salle. C'était un bel homme, aux larges épaules, avec le genre d'aisance polie qui vient d'une vie où on ne lui a jamais dit qu'il n'était pas le bienvenu. Il ressemblait à un homme qui aimait être regardé. Il avait apporté un document. Il le posa sur le pupitre avec une sorte de délibération soignée, puis il regarda la salle, et ses yeux passèrent très brièvement sur la place de Vanessa. « Je soulève une question de légitimité, » dit Rock, « comme c'est mon droit, en vertu de la loi du Conseil. Plus précisément, je soulève une question concernant les enfants présentés parmi nous ces derniers jours. Des enfants nés hors de la reconnaissance de la couronne, dont les origines ne sont pas vérifiées, et dont la présence à cette cour soulève de sérieuses questions concernant Seigneur Van. » La voix venait de l'estrade. L'ancien Magnus Thornquist ne s'était pas levé. Il n'avait pas particulièrement élevé la voix, mais la salle devint silencieuse. Comme une salle devient silencieuse, quand quelqu'un qui parle rarement prend soudain la parole. « Vous avez la parole pour soulever des préoccupations, » dit Magnus. « Vous n'avez pas la parole pour présenter des conclusions comme si elles étaient déjà établies. Choisissez vos mots avec soin. » Rock fit une pause. Il ajusta son langage. « Je soulève une préoccupation, » dit-il, concernant des enfants qui portent une ressemblance physique avec la lignée royale, et qui ont été amenés à cette cour sans présentation ni reconnaissance officielle. Je soulève une préoccupation au sujet de la femme qui les a amenés ici, sous un nom qui est une pause calculée, pas celui avec lequel elle est née. La salle murmura. Vanessa resta immobile. Elle s'était préparée à cela. Elle s'était dit qu'elle était préparée à cela. Mais être assise sur cette chaise pendant que l'existence de ses enfants était transformée en une question politique était une chose différente que d'être préparée. C'était une humiliation très particulière, celle qui vient du fait que votre vérité la plus intime est manipulée par des mains qui n'ont pas le droit de la toucher. Elle respira. Elle ne répondit pas. Rock continua. Il souleva la question du territoire frontalier, son territoire, et de son statut contesté. Il souleva des questions sur les droits des enfants, dont la filiation n'était pas formellement reconnue. Il parla pendant plusieurs minutes, déroulant ses arguments avec l'aisance d'un homme qui avait préparé cette performance avec soin. Et puis les portes au fond de la salle s'ouvrirent. Theron entra. Il marchait seul. Pas d'assistant, pas de garde à ses côtés. Juste lui, en gris, descendant l'allée centrale de la grande salle du conseil, avec la certitude tranquille d'un homme qui avait décidé exactement ce qu'il allait faire et ne mesurait plus le coup. Rourke cessa de parler. La salle retint son souffle. Theron n'alla pas à l'estrade. Il ne prit pas le siège d'autorité préparé pour lui, à l'avant de la salle. Il se dirigea vers le côté de la salle où se trouvait Vanessa, s'arrêta à côté de sa chaise et resta là. Pas au-dessus d'elle, à côté d'elle. Le silence dura un long moment. Puis Theron regarda l'estrade du conseil. Il regarda l'ancien Magnus, qui l'observait avec une expression d'attention prudente. Il regarda la salle, les rangées de visages nobles. Rourke toujours debout au pupitre. « Je vais répondre à la question du Seigneur Vane, » dit Theron. « Puisqu'il s'agit à la base d'une question qui m'appartient. » Personne ne parla. « Caspian et Soren sont mes fils, » dit-il. La salle éclata. Le son qui traversa la pièce fut comme une pierre jetée dans l'eau. Des cercles concentriques de choc se propageant depuis le centre. Les voix s'élevaient. Les anciens se redressaient. Les jeunes nobles se tournaient les uns vers les autres. Rourke, à son pupitre avec son document soigneusement préparé, ressemblait soudain à un homme tenant une bougie dans une tempête. Theron laissa le bruit courir un moment. Puis il leva légèrement la main, et le son se calma. « Ils sont nés il y a 7 ans, dit-il, d'une femme que j'aimais et que je n'ai pas réussi à protéger de l'ingérence politique de personnes qui accordaient plus de valeur à leur propre pouvoir qu'à la vérité. Cet échec est le mien. Je l'accepte. Les garçons ne l'ont pas causé. Leur mère ne l'a pas causé. Elle a quitté cette cour parce qu'on l'a fait se sentir mal accueillie, et je ne savais pas ce qu'elle portait quand elle est partie. Il fit une pause. Je le sais maintenant, et je reconnais publiquement mes fils aujourd'hui, sans condition.
Rourke n'avait pas bougé du pupitre. Son expression était devenue très prudente, l'expression d'un homme recalculant sa position. « Votre Majesté, dit-il, la loi du Conseil exige un processus de vérification formelle avant que la reconnaissance royale ne puisse. Alors nous commencerons le processus de vérification formelle aujourd'hui, dit Théron. Vous ne trouverez aucun résultat qui contredise ce que je viens de dire à cette salle. Et pendant que ce processus se déroule, le territoire frontalier appartenant à Lady Vanessa, dont le nom complet, pour mémoire, est Vanessa Grislow, sera protégé par mon sceau. La revendication du Seigneur Vane sur ce territoire est nulle. Les murmures dans la salle reprirent, et cette fois, ils avaient une qualité différente. Pas de choc, de l'assimilation. La cour comprenait que l'ordre des choses venait de changer. Vanessa regardait le sol devant elle. Elle faisait cela parce que si elle le regardait, si elle regardait l'homme debout à côté d'elle qui venait de dire son nom, son vrai nom, à voix haute, devant tout le monde, elle n'était pas sûre de pouvoir garder un visage composé. Elle serra ses mains sur ses genoux. Puis la porte latérale de la salle s'ouvrit, et Marisol entra, et les jumeaux étaient avec elle. Ils avaient demandé apparemment à venir. Ils avaient demandé une fois chacun, et Marisol avait regardé leurs visages. Des petits visages sérieux, calmes, déterminés, et elle les avait amenés. Ils descendirent l'allée latérale et s'arrêtèrent à côté de Vanessa et Théron. Caspian regarda la salle. Il la regarda avec la même attention calme et mesurée qu'il accordait à tout. Puis il regarda Théron. Puis, avec la même petite et sérieuse révérence qu'il avait faite au bal de la meute, instinctive, sans hâte, il se tint droit à côté de lui. Soren leva les yeux vers Théron et dit, d'une voix qui se voulait un murmure, mais qui portait assez bien dans une salle de pierre, « C'est maintenant qu'on va savoir ?» Théron baissa les yeux sur lui. « Oui, dit-il. » Soren hocha la tête. Il semblait trouver cela acceptable. Théron posa brièvement sa main sur l'épaule de chaque garçon, stable, certain, le contact d'un homme choisissant quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de déchoisir. La salle regarda, et lentement, comme les marées tournent, pas d'un seul coup, mais avec une inévitabilité qui ne pouvait être inversée, la salle comprit. Après l'audience, les choses bougèrent comme le font les grandes vérités qui ont enfin été dites à voix haute. Rapidement, et avec l'inévitabilité particulière de l'eau qui trouve son niveau. L'ancien Magnus vint voir Vanessa ce soir-là, avec le sceau du conseil qu'elle était initialement venue chercher dans la capitale. Il l'y posa sur la table du salon qu'on lui avait attribué, et il la regarda un moment avant de parler. « Je vous dois des excuses, dit-il. Je n'étais pas responsable des lettres, mais j'étais à cette cour, et je connaissais les penchants d'Ashford, et j'aurais dû questionner plus que je ne l'ai fait. J'étais. » Il fit une pause, avec le malaise honnête d'un homme qui avait vécu assez longtemps pour savoir quand il avait été lâche. « Pratique, dit-il finalement. Je me suis dit que ce n'était pas mon affaire. Ça l'était. » Vanessa le regarda un moment. Elle réfléchit à ce qu'elle voulait dire, puis elle dit la chose la plus vraie. « C'est du passé, dit-elle. Ce qui compte maintenant, c'est la suite. » Magnus hocha la tête. Il laissa le seau sur la table et sortit. La contestation formelle de Roark Vane fut rejetée par le Conseil dans les 48 heures. Sa revendication sur le territoire frontalier fut déclarée invalide. 2 semaines plus tard, il quitta la capitale pour ses propres domaines, sans faire de déclaration publique à ce sujet. Ce qui était, souligna Marisol, la chose la plus proche que Roark Vane ferait jamais pour admettre qu'il avait perdu. L'ancien Corbin Ashford et l'ancien Lachlan Ironwood, dont les rôles dans l'interception des lettres de Vanessa furent découverts lors de l'examen par le Conseil des correspondances de Théron de cette période, furent tous deux officiellement démis de leurs fonctions au Conseil. Le processus fut discret, approfondi et final. Théron ne jubila pas. Ce n'était pas son genre. Il lut les rapports, les classa et alla de l'avant. Aller de l'avant ressemblait, dans les jours qui suivirent, à ceci. Chaque matin, il venait au jardin de l'Est. Parfois tôt, parfois après les affaires du Conseil, mais il venait. Il apportait des choses que les garçons pourraient aimer. Un livre d'histoire de la meute, illustré de cartes détaillées, sur lequel Caspian se jeta avec une attention immédiate et concentrée. Un ensemble de loups en bois sculptés que Soren arrangeait et réarrangeait en formation élaborée sur toutes les surfaces qu'il pouvait trouver. Il apporta un type spécifique de brioche des cuisines du château, que ni l'un ni l'autre des garçons n'avaient goûté auparavant,
et qu'ils décidèrent immédiatement être la meilleure chose qu'ils aient jamais mangée. Il leur montra les écuries correctement, pas seulement la cour d'entraînement. Il les présenta au chef palefrenier, un homme plus âgé et calme, nommé Hale Crane, qui avait un don avec les chevaux et les enfants, et qui répondit aux questions incessantes de Soren sur la gestion des chevaux, avec une patience que Vanessa trouva profondément impressionnante. Il emmena Caspian à la bibliothèque du conseil, non pas pour une raison politique, juste parce que Caspian avait mentionné 2 fois qu'il avait entendu dire qu'il y avait des cartes datant d'avant les grandes guerres d'émeutes, et s'il pouvait en voir une. Ils partirent pendant 3 heures. Caspian revint avec la concentration attentive et les yeux brillants d'une personne qui a reçu exactement le bon type de cadeau. Il leur racontait des histoires le soir, quand la lumière était faible. Pas les récits historiques polis d'un roi alpha instruisant ses héritiers, mais de vieilles histoires de meutes. Celles qui avaient été transmises dans sa famille depuis des générations, pleines de détails étranges et d'un humour authentique, et du genre de personnages récurrents qui continuaient à faire les mêmes erreurs attachantes à travers plusieurs générations. Soren riait de tout. Caspian risait moins souvent, mais plus profondément, le rire de quelqu'un qui avait attendu le moment précis. Vanessa observait tout cela. Elle leur laissait de l'espace. Elle se laissait de l'espace. Elle s'asseyait dans le jardin du château avec Marisol les après-midi et se laissait ressentir, lentement, prudemment, les choses qu'elle avait passé longtemps à ne pas ressentir. Un soir, alors que les garçons dormaient et que le château était calme, Ferron la trouva sur le balcon éclairé par la lune, à l'extérieur de l'aile est. Elle l'entendit avant de le voir, ses pas, familiers à une partie d'elle qui n'avait apparemment jamais oublié. Et elle se tourna, et il se tenait à la porte du balcon, avec 2 tasses et une expression qui faisait de son mieux pour paraître simple. Il lui tendit l'une des tasses, chaude. Elle sentait le cidre épicé, qui était son préféré il y a 7 ans. Elle ne savait pas s'il s'en était souvenu, s'il avait deviné ou s'il avait demandé à quelqu'un. Cela n'avait pas d'importance. Elle l'a pris. Ils restèrent un moment à la balustrade sans parler. La lune était haute et presque pleine, et les jardins du palais en contrebas étaient d'argent et d'ombre. « Ils sont extraordinaires, dit-il finalement. Sa voix était calme. « Je sais, dit-elle. C'est vous qui avez fait ça, dit-il. 7 ans seul, et vous avez fait des personnes extraordinaires. » Elle pensa à le corriger, à dire qu'elle n'avait pas été entièrement seule, que Marisol avait été là, que la communauté de la meute frontalière les avait soutenus, qu'elle avait eu de l'aide. Mais elle comprit ce qu'il voulait dire sous les mots, et elle laissa faire. « J'avais peur, dit-elle. Pendant longtemps, j'ai eu peur que revenir ne brise quelque chose, que leur montrer d'où ils venaient ne fasse paraître la vie que j'avais construite moins importante qu'elle ne l'était. »« Est-ce le cas ?» demanda-t-il. Elle considéra la question honnêtement. « Non, dit-elle. Cela la rend juste plus complète. Le silence était facile, comme le sont parfois les silences entre des personnes qui se sont profondément connues. Non pas parce que la difficulté a disparu, mais parce qu'assez de vérité a été dite pour que le silence puisse se reposer. « Je veux vous faire la cour, dit Theron. Correctement, pas en tant que roi alpha demandant quelque chose à son ancienne Luna, mais en tant qu'homme qui sait qu'il a fait des erreurs et qui veut une chance d'être meilleur. » Elle le regarda. Son profil au clair de lune était le même que dans ses souvenirs. La ligne nette de sa mâchoire, le léger angle de ses épaules quand il était sérieux à propos de quelque chose. « Faire la cour est une chose lente, dit-elle. »« Oui, acquiesça-t-il. Je ne suis pas pressé, dit-elle prudemment. Mais je n'ai pas non plus 17 ans. J'ai 2 fils et un territoire à gérer, et une vie qui est complète sans qu'on y ajoute quoi que ce soit. Si cela se produit, si quoi que ce soit de tout cela se produit, ce doit être parce que c'est réel. Pas parce que c'est pratique. Pas parce que ça fait une bonne histoire pour la cour. Je le sais, dit-il. Bien, dit-elle. Et puis, parce que c'était la chose la plus vraie, et qu'elle avait passé trop de temps à ne pas dire la vérité. Chaque année sans vous était comme un léger dérèglement de la météo. Comme si la température était toujours à 2 degrés de ce qu'elle aurait dû être. Je l'ai remarqué si souvent que j'ai fini par ne plus le nommer. Il resta silencieux un moment. Chaque année sans vous était fausse de la manière qui compte, dit-il. Pas bruyamment, juste constamment. Elle regarda sa tasse. Elle respira. D'accord, dit-elle. D'accord, répéta-t-il. Courtisez-moi, dit-elle lentement. En tant qu'homme, et nous verrons ce que nous trouverons. Quelque chose sur son visage changea. Déverrouillé, pensa-t-elle.
comme une porte qui avait été verrouillée pendant très longtemps. Nous verrons ce que nous trouverons, acquiesça-t-il. Le bal de la Meute, 1 an plus tard, eut lieu la même nuit que d'habitude, la pleine lune du mois tournant, quand la lumière traversait les lustres de cristal, attrapait les bannières de loup et remplissait la grande salle de bal d'or. Vanessa se tenait à l'entrée. Cette fois, pas de nom d'emprunt, pas de couloir silencieux où elle s'agenouillait pour redresser de petits cols et prier pour que personne ne la reconnaisse. Pas de compte à rebours de 4 minutes, pas d'armure d'anonymat. Son nom, quand le héros l'appela, était le sien. Luna Vanessa Grislow. Elle franchit les portes. Theron attendait au centre de la piste. Il portait du gris, le même gris profond que les bannières de loup, et il la regardait avec une expression qu'elle avait appris, au cours d'une année à construire lentement, prudemment et honnêtement quelque chose de nouveau, signifiait qu'il avait fini de prétendre que quoi que ce soit était simple. Il lui avait demandé 3 semaines plus tôt, dans le jardin du château, sans public ni cérémonie, si elle reviendrait en tant que Luna. Il avait été très clair que la demande n'avait rien à voir avec la couronne et tout à voir avec lui, elle, et le choix qu'ils faisaient ensemble, les yeux ouverts. Elle lui avait demandé 3 semaines pour y réfléchir. Elle connaissait déjà la réponse à la fin du premier jour. Elle le fit attendre les 3 semaines complètes quand même. Certaines choses valaient le temps qu'elle méritait. Maintenant, elle traversait la salle de bal, la cour s'écartait, la musique montait, et elle l'atteignit. « Luna », dit-il. « Theron », répondit-elle. Derrière elle, au bord de la piste de danse, Caspian et Soren se tenaient ensemble. Les mains de Caspian étaient jointes devant lui. Ses yeux d'argent observaient. Soren avait déjà repéré la table des desserts et négociait tranquillement avec Marisol sur le timing. Une femme dans la foule se pencha vers sa compagne et dit quelque chose. Sa compagne regarda les jumeaux, puis le roi Alpha et la Luna, au centre de la piste, et sourit de la manière particulière dont les gens sourient quand quelque chose qu'ils avaient espéré s'est réalisé. Theron lui tendit la main. Vanessa la prit. Pas de secret, pas de nom d'emprunt, pas de mur construit pour survivre seul, seulement ceci. La vérité, enfin, debout dans la lumière.